Dragon Rouge, c'est l'histoire de Will Graham, ancien enquêteur pour le FBI qui avait mis fin à sa carrière après avoir été éventré par le docteur Hannibal Lecter avec un couteau à linoléum lors de son arrestation. Non, cette vidéo n'est pas pour les enfants. Si tu es un enfant, pars. Mais 3 ans après cette affaire, son ancien patron, Jack Crawford, revient le trouver pour qu'il l'aide à mener la chasse à un tueur en série similaire, surnommé la Mâchoire par le bureau, qui massacre des familles entières, animal domestique inclus. Will accepte un peu à contre-cœur et surtout contre l'avis de sa femme, Molly, qui ne veut pas qu'il revive ce genre de trauma. Will possède quelques talents particuliers, il a une mémoire eidétique, il arrive parfaitement bien à se mettre dans les pompes du tueur afin de comprendre ses motivations, et à vrai dire, il arrive parfaitement à imiter les personnalités de la plupart des gens, y compris les victimes. Malgré une équipe d'experts dans tous les domaines médico-légaux, Graham et Crawford ont du mal à avancer. C'est pourquoi Will va proposer de consulter le dernier tueur en série qu'il a arrêté et qui s'avère être un psychiatre de renom, le docteur Hannibal Lecter, un tueur cannibale qui avait fait 9 victimes connues et que Will parvint à arrêter sur un coup de chance. Hannibal va pouvoir lui expliquer quelques détails des mises en scène que la Mâchoire affectionne, la destruction des miroirs, le placement des miroirs dans les yeux des victimes, les dates de crimes proches des pleines lunes, mais Will avait déjà pensé à tout ça. Lecter suppose qu'il n'est réellement venu que pour le revoir par curiosité morbide. Une décision qui s'avérera dangereuse pour Will puisque Hannibal, pour se venger, parviendra à obtenir l'adresse personnelle de Graham et de sa famille. Et plus tard, lorsque le tueur qui se nomme le Dragon Rouge contacte Hannibal grâce à un rouleau de papier toilette et lui explique comment le contacter, Hannibal lui donnera cette adresse pour lâcher le dragon sur Will. Ce message, le directeur de l'hôpital, le Dr Chilton, va pouvoir le trouver avec ses instructions de contact arrachées. Crawford organise alors toute une intervention pour pouvoir analyser ce rouleau et le replacer dans la cellule de Lecter sans qu'il ne s'en aperçoive. Crawford va après ça recevoir un appel que toute son équipe pensait venir du dragon mais qui était en réalité Freddie Lowndes, un journaliste sans scrupules qui s'était déjà introduit dans la chambre d'hôpital de Will après son combat contre Hannibal et l'avait prise en photo à poil affublé d'un indus artificiel après ses opérations. Autant dire que Graham ne l'aime pas vraiment, mais Crawford décide, sans consulter Will, de s'associer à Lowndes pour pouvoir attraper le dragon qui a visiblement échangé des messages avec Hannibal au travers des annonces du National Tatler, le magazine de Lowndes, et qui du coup va lire tout ce que le FBI pourrait y écrire. Les trois montent alors un plan qui consiste à cracher sur le dragon dans ce journal en essayant à tout prix de l'énerver pour le forcer à sortir de sa cachette et attaquer Will plutôt qu'une famille. Leur plan marche, techniquement, mais c'est Lowndes qui est visé puisque le dragon vise toujours les animaux de compagnie en premier et Lowndes est le petit chien-chien de Graham dans l'article qui a été publié. Le dragon Francis Dollarhide kidnappe Lowndes, le colle à une chaise roulante, lui montre les films qu'il a créés entremêlant des photos de ses victimes bien vivantes et des images prises lors de ses crimes. Lowndes a le privilège de poser ses yeux sur le dragon, un immense tatouage que Dollarhide s'est fait faire sur son dos du grand dragon rouge basé sur l'aquarelle de William Blake qui porte le même nom. Dollarhide enregistre un texte qu'il fait lire à Lowndes qui l'encense et accuse Graham de mentir éhontément. Il va alors lui arracher les lèvres avec le dentier qu'il utilise lors de ses crimes, l'emmener lui et sa chaise roulante au centre de Chicago au petit matin, devant les bureaux du Tatler, et va l'immoler en le lançant dans une pente. Lowndes n'est pas mort, il a eu le temps de relever les plaques d'immatriculation de Dollarhide, malheureusement pour lui ce sont des plaques volées. Lowndes meurt à l'hôpital, aux côtés de sa copine, en insultant Will jusqu'au bout. Will s'en veut, mais pas trop quand même, et l'enquête continue alors que Dollarhide de son côté rencontre Reba McLean, une technicienne du laboratoire de développement photo rattachée au sien. Reba est belle, extravertie, entreprenante et aveugle, ce qui contre toute attente pour Dollarhide lui permet de lui parler facilement. Dollarhide est née avec un bec de lièvre, sa mère l'a abandonnée à la naissance, sa grand-mère l'a retrouvée et l'a adoptée simplement pour se venger de sa fille, et lui fit vivre une enfance horrible, notamment en le menaçant de castration dès qu'il faisait pipi au lit alors qu'il avait 5 ans et plus tard dès qu'il commençait à avoir des envies sexuelles. Autant dire que Dollarhide n'a jamais été proche d'une femme. Mais Reba est différente, elle ne voit pas sa difformité et lui ne montre aucune pitié face à son handicap, ce qu'elle trouve particulièrement agréable comparé aux hommes qui sont soulagés quand elle leur annonce qu'elle ne veut qu'une aventure. Les deux passent du temps ensemble, Dollarhide emmène notamment Reba au zoo alors que le directeur s'apprête à opérer la dent d'un tigre qui est donc sous sédatif. Reba a alors le droit de toucher la créature gigantesque. Ils finissent par passer la nuit ensemble, sans que Reba ne le sache. Dollarhide regarde le film de la famille qu'il tuera à la prochaine pleine lune pendant qu'ils font leur truc. Graham, à force d'essayer de comprendre les victimes plutôt que le criminel, se rend enfin compte que le point commun des deux familles est l'entreprise de développement de films qu'ils ont utilisée pour imprimer sur cassette leurs films familiaux, Gateway, l'entreprise dans laquelle Dollarhide travaille. Maintenant que Dollarhide tombe amoureux, le dragon réclame la mort de Reba. Il refuse et va d'abord essayer de se suicider, mais va trouver une autre solution. Il va se rendre au Brooklyn Museum et va
a élaboré un plan pour pouvoir voir le dragon rouge en vrai, voir le grand dragon et la femme vêtue de soleil, l'aquarelle de William Blake qui a plus de 200 ans. Il va alors assommer sa surveillante et manger le tableau, puis s'échapper rapidement du musée sans être repéré. Trop facile. Quand Doloride rentre et veut aller voir Reba, il tombe sur Graham à la Gateway. Il panique, se rend chez Reba et la trouve en train d'embrasser un autre homme. Ce baiser était en fait un au revoir puisqu'elle commençait à tomber amoureuse de Doloride et voulait faire comprendre à cet autre homme qu'il ne l'intéressait plus. Doloride le tue d'une balle dans le cou, le cache dans les buissons, puis enlève Reba. Le dragon a un plan. Chez lui, il montre à Reba où se trouve la clé de la porte d'entrée autour de son cou, en l'obligeant à aller la fermer elle-même. Elle essaye désespérément de s'enfuir mais est vite rattrapée. Elle fait donc ce que lui demande le dragon. Il met alors le feu à la maison, puis ne pouvant soi-disant pas avoir Reba brûlée, se tire une balle dans la tête. Paniquée, elle cherche le cadavre dont la tête a été déchiquetée, trouve la clé et parvient à traverser l'immense demeure pour enfin ouvrir la porte et s'enfuir. Will et Crawford, qui ont fini par comprendre qui était le dragon, accompagnés de tous les flics du comté, la retrouvent sur la route. Elle leur affirme que Doloride est mort, elle a mis les mains sur son visage détruit. Un cadavre est bien retrouvé dans les décombres avec les bonnes empreintes dentaires et des traces de dynamite au rez-de-chaussée. L'enquête se clôture, Will peut enfin retrouver Molly et son beau-fils Willie dans leur maison au bord de la plage maintenant qu'ils ne sont plus menacés. Le couple ne parvient pas vraiment à se remettre de tout ce que l'affaire leur a fait subir. Et alors qu'il s'apprête à enfin avoir une discussion sérieuse avec les deux, Will est attaqué par Doloride qui lui plante un couteau dans la joue. Molly attaque Doloride avec la canne à pêche qu'elle avait dans les mains et blesse Doloride au visage, qui enfonce le couteau dans le crâne de Will jusqu'au bout. Molly et Willie parviennent à atteindre la maison et Molly, qui vient tout juste d'apprendre le tir pour se protéger, tue Doloride de plusieurs balles dans la tête. Sous le choc, les flics locaux la retrouveront sous la douche en train d'essayer de se débarrasser des morceaux d'os et de cervelle de son agresseur alors que Will est amené à l'hôpital. Crawford lui racontera comment Doloride a monté son coup en tuant le proprio d'une station-service, en accrochant sa bagnole à sa dépanneuse pour la ramener chez lui et la brûler, et cacher la dépanneuse plus loin pour qu'il puisse s'échapper avant que les flics n'atteignent sa maison en feu. Comment il a utilisé le cadavre du pompiste pour remplacer le sien, en lui mettant son dentier puisque lui non plus n'avait plus de dents, et comment il avait prévu que Reba touche le cadavre pour pouvoir sortir et dire aux flics qu'il était mort. Crawford repart pour le QG du FBI alors que Molly, encore choquée, ne parvient même plus à parler à Will, complètement défiguré sur son lit d'hôpital. Il s'endort alors seul. Francis Doloride est très représentatif des antagonistes que Thomas Harris aime écrire. Il a un passé tragique et a une relation très compliquée au sexe et à la religion, et il remplit pas mal les cases de la psychopathie. Ça peut paraître léger comme point commun, mais tous ces gars sont pareils. Mais commençons par le dragon. Sa backstory, étrangement, n'a jamais été adaptée dans les 3 versions de l'histoire qu'on a eues sur écran. Donc voyons ça ensemble. Marianne Doloride Trevane s'était faite virer de chez elle par sa propre mère puisqu'elle était en couple avec un musicien irlandais. Ils se sont mariés, elle est tombée enceinte et il est parti. Elle a alors accouché sous un faux nom en 1938 d'un bébé défiguré. Francis Doloride est né avec un bec de lièvre. Les premiers jours, les médecins n'étaient pas sûrs qu'il pourrait se nourrir et donc survivre et ont refusé de montrer le bébé à sa mère, sachant très bien ce que son physique lui ferait. Et ils avaient raison. En voyant son propre enfant, Marianne s'est mise à hurler et s'est enfuie de l'hôpital dans la nuit, laissant le petit Francis orphelin. La médecine de l'époque ne permettant pas encore de l'opérer, le bébé dut grandir 5 ans dans un orphelinat religieux avec sa difformité, entouré d'enfants qui profitaient de son innocence pour se moquer allègrement de lui, lui apprenant phonétiquement que son nom se prononçait tête de nœud. Au bout de 5 ans, sa grand-mère, Madame Doloride, le retrouva et l'adopta. Elle entreprit de le maltraiter par tous les moyens que vous pouvez imaginer, aucune forme d'affection possible, aucun regard porté sur lui, mais surtout, alors qu'il fit pipi au lit une nuit, il alla tenter de trouver une sécurité dans le lit de sa grand-mère, seulement pour que celle-ci lui hurle dessus, attrape des ciseaux, les place autour de ses parties génitales et menace de les couper s'il n'apprenait pas à être propre. En plus de ce genre d'amour adorable pour un enfant de 5 ans, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle l'a adopté si elle en voulait pas ? Pour punir sa fille qui s'était remariée avec un politicien local aisé. La grand-mère Doloride ne comprenait pas pourquoi sa fille, qu'elle avait foutue dehors quelques années auparavant, refusait de l'aider alors qu'elle allait perdre sa maison sans aide financière. Donc Mémé a entendu parler de l'enfant défiguré, l'a trouvé et adopté, seulement pour se rendre à toutes les soirées organisées par le mari de Marianne, et parader Francis en criant partout que c'était bien le fils de Marianne, et en lui faisant dire des mots qu'il ne pouvait pas prononcer à cause de son handicap et de l'absence totale d'aide orthophoniste dont il aurait eu besoin. Et ainsi, Mémé parvint à ruiner la carrière de politicien du mari de Marianne. Comme
Probablement, sans doute, du coup, Francis a grandi avec de multiples traumas, le principal étant la menace répétée des ciseaux de mémé et due à ses pipis au lit et plus tard au début de ses découvertes sexuelles. Francis n'a pas eu le droit à plus de 2 secondes de bonheur dans son enfance. Quand mémé finit par perdre la tête, c'est Marianne qui l'a pris chez elle uniquement pour l'enfermer dans une chambre de bonne loin de ses enfants légitimes. Mis dans une autre école, il s'est fait régulièrement tabasser par son beau-frère qui considère que c'est de sa faute si leur père a perdu son poste. Donc il faut imaginer ce que les parents ont dit sur Francis à des gamins de moins de 12 ans pour qu'ils soient aussi violents, hein. La famille parfaite, 2 parents, 3 enfants et un petit chat, et Francis était le monstre immonde qui n'était jamais accepté, celui dégoûté par son propre reflet, celui qu'on ne devait surtout pas voir. J'aime beaucoup cette backstory, elle est certes très dramatique et triste et un peu cliché, mais surtout plusieurs éléments des 3 chapitres qui nous décrivent d'où vient Doloride vont pouvoir nous expliquer d'où viennent les détails des crimes qu'il commet. Il a grandi en assimilant qu'il ressemblait à un monstre, ne supporte pas la vue de son visage, donc il brise les miroirs, tout comme son beau-frère l'a fait la première fois qu'il l'a tabassé. Il s'entraîne à visage couvert, muscle son corps le plus possible, c'est le contrôle qu'il peut avoir sur son apparence. Les choix de casting pour Doloride dans toutes les adaptations de Dragon Rouge m'emmerdent, en vrai, c'est toujours des gars tout que... Doloride, il a 2 hobbies dans la vie, tuer des trucs et soulever de la fonte. Il est décrit comme un bodybuilder. J'adore Ralph Fiennes, hein, c'est super cool, très bon acteur. Dans quel monde il ressemble à un bodybuilder? Non, parce que la force physique de Doloride, c'est pas juste pour faire joli, c'est une partie importante de l'histoire. De pourquoi les victimes ne peuvent jamais rien faire face à lui. De pourquoi Reba ne peut rien faire non plus. Tant que j'y suis, Reba, la femme dont Doloride tombe amoureux, elle est extrêmement proactive. Elle est une représentation d'une personne avec handicap très agréable à lire puisque son monologue et ses actions représentent bien les techniques utilisées par les aveugles pour se déplacer facilement, pour couper un gâteau sans problème, pour remplir un verre tranquille, mais en plus, elle va expliquer au lecteur ce qui est désagréable, voire insupportable dans ce que font les personnes sans handicap à une personne aveugle par réflexe ou par manque de connaissances. Attraper quelqu'un par le bras sans prévenir pour le faire avancer est détestable quand on voit rien. Être traité comme un enfant sans coordination, subir la pitié des autres dans son quotidien, avoir une vie sexuelle active et devoir supporter le soulagement des hommes quand elle leur annonce qu'elle ne veut qu'une aventure, leur incompréhension ou leur inconsidération face à ce dont elle a besoin au lit, et face à son propre plaisir, ce qui est un problème que beaucoup de femmes doivent gérer. Bien sûr que le fait qu'elle soit aveugle n'annule pas ça. Elle n'est pas seulement forte et indépendante, juste pour le plaisir d'avoir un perso forte et indépendante, son côté extraverti et entrepreneuse est parfaitement expliqué dans son monologue intérieur. Cette nana fait ce qu'elle veut en plus de ce qu'elle doit faire. Quand elle se retrouve kidnappée par Doloride, même la tête encore dans le chloroforme, elle pense direct à ce qu'elle doit faire pour survivre. Elle profite de la première occasion pour s'enfuir, même si Doloride va forcément la rattraper. Elle s'échappe d'une maison immense en flammes dont elle doit retrouver la clé autour du cou d'un cadavre. Cette nana ne déconne pas. Et ce, surtout dans le livre. On va creuser ça, mais même si les adaptations essayent de la conserver aussi active, c'est bien dans le livre que son personnage est la plus indépendante, et on le verra aussi dans Le Silence des Agneaux, mais Thomas Harris semble préférer les victimes qui ne se laissent absolument pas faire. Et puis on aura Hannibal. Le livre, pas le personnage. Mais je m'avance. Bref, pour Doloride, la musculation, c'est une forme de contrôle, suite à son enfance à s'entendre dire et redire qu'il était laid. Les miroirs brisés, c'est pour ne pas voir son reflet. Les familles visées, c'est pour s'incruster dans un carcan familial qu'il n'a jamais connu. La torture des mères, c'est pour viser spécifiquement sa mère qui l'a abandonné et peut-être même sa grand-mère qui a biaisé sa vision de l'amour familial dès le début. Le viol, c'est la répression extrême de ses envies sexuelles depuis son enfance sous menace de se voir castré. Les miroirs dans les yeux, c'est pour que ses victimes le voient tel qu'il est. Ils voient le dragon et pas Doloride. Ces crimes, ce sont des rituels pour se rapprocher de cette forme, de ce devenir qu'il souhaite. C'est pour qu'il devienne le grand dragon rouge, celui de l'Apocalypse. Et les vidéos qu'il prend à ses victimes, puis qu'il filme au moment des crimes, ce sont des œuvres d'art qu'il veut parfaitement mettre en scène, puis monter. Il entrecoupe les films familiaux d'images de lui en train de les tuer, de les mutiler. Et tout ça, là, ce qui me fait rêver, c'est que personne du côté du FBI ne le sait et ne le saura jamais. On a quelques éléments que Will parvient à deviner, comme le délire des miroirs cassés et des miroirs dans les yeux des victimes, qui ont un rapport avec la façon dont le tueur se perçoit, l'idée que Doloride veut devenir le grand dragon rouge de Blake, puisqu'il va très littéralement aller manger cette œuvre de plus de 200 ans, mais tous les détails sur sa mère, sa grand-mère, son fanatisme religieux autour de l'Apocalypse, dont j'ai même pas parlé, tiens, tous les détails qui créent les crimes très spécifiques de Doloride ne seront jamais découverts, puisque sa maison et toutes ses preuves ont brûlé, et lui, il est mort, et il était le seul à savoir tout ça. Le lecteur est dans la confidence. On a le privilège de connaître le monologue intérieur de Doloride, et nous sommes les seuls. J'adore le fait qu'on ait cette narration du point de vue de Doloride avec toutes ses logiques, ses secrets, ses mises en scène, ses crimes. On a ça, et en face, très éloigné de la réalité de Doloride, on a l'enquête de Graham et Crawford.
L'enquête en elle-même est super bien pensée. On commence à froid avec le point de vue de Will Graham qui débute sur l'affaire, donc en même temps que lui, on découvre les détails tout en apprenant par les autres personnages ce qui est arrivé à Will pour qu'il quitte ce métier. Il va se faire son propre avis, découvrir ses propres preuves, alors que tous les personnages autour de lui font leur travail à la perfection. C'est entrecoupé de quelques chapitres du point de vue de Doloride, assez artificiels, mais qui permettent à Thomas Harris de déplacer l'intrigue de l'enquête. Il ne s'agit plus de trouver qui est le tueur. Le lecteur sait très bien qui il est. Mais maintenant, il faut réussir à l'attraper. Stagecock, il disait un truc du genre le suspense, c'est quand le public sait que la bombe est sous la table, quand le public ne le sait pas, c'est une surprise. Thomas Harris crée du suspense. On sait qui est le tueur. On sait où il est, ce qu'il fait tout au long de l'histoire. On connaît même ses prochaines victimes. La découverte du coupable n'est pas une surprise. C'est l'appréhension de l'explosion qui nous met au bord de notre siège. J'en vois venir certains, ça veut pas dire que savoir ou ne pas savoir qui est le tueur dès le début est bon ou mauvais, c'est un choix d'écriture qui amène plusieurs possibilités de narration très différentes. Ce suspense du tueur sous la table, c'est la spécialité de Harris. Jamais dans l'univers lecteur, on ne va réellement chercher qui est le tueur. Le lecteur le saura toujours quasiment dès le début des livres. Non, chez Harris, le suspense vient du compte à rebours. Le stress, c'est de savoir si notre protagoniste va pouvoir arrêter le tueur avant son prochain crime. Et c'est seulement aux 2/3 du livre, quand l'enquête est dans une impasse, qu'on rencontre réellement Doloride, qu'on a sa backstory, qu'on le voit tomber amoureux. Dans les adaptations, toutes les parties sur Doloride sont éparpillées plus équitablement dans l'histoire pour ne pas apparaître comme un cheveu sur la soupe à la fin. Mais dans le livre, tout ça compose le début de notre 3e acte, le début de la fin, celui où Doloride va vriller. Le reste du temps, on a droit à une équipe de professionnels qui dans le livre sont présentés comme des demi-dieux dans chacun de leurs domaines et qui, contrairement au Boys Club qu'a décidé de faire Michael Mann dans Manhunter, consiste d'hommes et de femmes tellement efficace. On a un expert en empreinte, Jimmy Price, qui est visiblement très proche de Crawford, qui arrive à choper une empreinte sur la cornée d'un cadavre. Lloyd Bowman, l'expert en documents, qui aide tout du long, mais surtout qui trouve franchement à lui tout seul la réponse à un code envoyé par Hannibal Lecter. Le psychiatre récurrent dans l'histoire de Lecter, celui qui sait toujours très exactement ce qui se passe dans la tête de chacun. Alan Bloom, qui va deviner la façon de penser du tueur tout du long, mais qui aussi va aider Crawford à gérer Will correctement. Une experte en fibres et cheveux, pour ceux qui connaissent la série Beverly Cats, qui arrive à recouper des graines bleues et les cheveux du tueur d'une scène à l'autre et surtout à créer l'empreinte des dents si particulières du dragon. Lisa Lake, l'experte en incendie, qui va réussir à trouver la marque exacte de l'essence utilisée par le dragon pour conduire et brûler vif Freddy Lounds. Il y a encore plein d'enquêteurs et d'experts médico-légaux dans chaque ville que Crawford et Graham vont visiter. Même Chilton, contre toute attente vu ce que va devenir son personnage dans Le Silence des Agneaux, n'est pas complètement inutile ici. Et on se rappelle que c'est les années 80. Ils font tout ça avec la technologie de l'époque qui demande à Crawford de se trimballer partout avec son propre téléfax pour pouvoir envoyer des documents dans chaque département. Chaque étape de l'enquête est déjà logique vis-à-vis des éléments que connaissent Crawford et Graham et prend en compte toutes les possibilités auxquelles on pourrait penser, mais aussi chaque étape passe vite quand ils peuvent faire activement quelque chose. Tout va très rapidement. Sauf les moments de l'enquête où les personnages doivent attendre que le dragon fasse une erreur. Et ces rares moments lents frustrent en même temps le lecteur et les personnages, ce qui ne fait qu'augmenter notre implication dans cette histoire. Je me dois d'insister sur les capacités d'écriture d'enquête de Harris. Spoiler, mais je m'apprête à être pas très gentil avec lui sur tout le reste. Mais quand il écrit tous les détails techniques utilisés en laboratoire, tous les anneaux bureaucratiques dans lesquels Crawford doit passer tout au long de l'histoire, toutes les logiques de déduction, pas seulement de Graham, mais de tout le monde dans ce délire. Au début du livre, avant même qu'on soit réellement à fond dans l'enquête, on a droit à un chapitre du point de vue d'un technicien de la compagnie d'électricité qui comprend que le tueur s'est fait passer pour un de ses employés pour observer ses victimes. Le chapitre 4, et on a déjà des gens lambda qui sont plus intelligents et qui aident plus l'enquête que la plupart des persos secondaires dans beaucoup de thrillers. Et ici, tout le monde est comme ça. Tu vas avoir des twists importants de l'histoire, des révélations sur le tueur, qui sont emmenés par des persos autour de Graham, pas forcément par lui. Lui, sa spécialité, c'est de se rapprocher de la façon de penser du tueur, mais surtout, de se rapprocher des victimes. Will Graham, dans le livre Dragon Rouge, est un weirdo. Il l'est volontairement et complètement. C'est limite s'il prend pas plaisir à faire chier Crawford des fois. Il a des pensées intrusives, parfois très violentes, qui seront notées en italique tout au long du livre. Il arrive à se mettre à la place d'un tueur dès qu'il met les pieds sur la scène de crime. Il parvient tout aussi bien, voire mieux, à se mettre à la place des victimes. Contrairement à ses interprétations à l'écran, ici Will est loin d'être timide et encore moins, comme dans la série, effacé. Il peut être très colérique et même carrément cruel. Lui et le shérif vont interroger un petit vieux qui commence à perdre la mémoire vers le début du livre. Il le cuisine tellement violemment, le gars ne sait même plus de quoi on lui parle à la fin. Il est complètement perdu, c'est super triste, et la pensée intrusive de Will à ce moment-là, c'est « qu'est-ce qu'on attend pour le faire cracher ce vieux con ?»
Il est pas parfait, le vieux, c'est vrai qu'il est insupportable, mais bon sang que ce passage est dur. Et juste après, le shérif a le culot de nous sortir que c'est mieux d'interroger les témoins chez eux, hein, de les mettre plus à l'aise. Vous venez de le torturer mentalement, ce petit vieux. C'est pas très clair, mais je pense que c'est là pour nous faire comprendre que le shérif n'a pas conscience de ce qu'il vient de faire. Mais Will, si. On verra que dans toutes les adaptations de Dragon Rouge, sans exception, les créateurs vont se concentrer sur sa capacité à se mettre dans les chaussures du tueur. Et je ne m'attendais pas du tout, en lisant le livre, à voir que, en fait, dans cette enquête en particulier, il y arrive pas. Il galère à avancer dans l'enquête parce qu'il n'a pas assez d'éléments sur le tueur. Il ne voit pas son visage. Ce qui va lui permettre d'avancer, c'est de comprendre et de se rapprocher le plus possible des victimes. Parce que se rapprocher du tueur, Bloom sait le faire, et le fait très bien pendant tout le livre. Si Crawford insiste pour faire revenir Graham pour cette enquête, c'est qu'il sait comprendre et se mettre à la place de tout le monde, pas seulement des tueurs. Toute la dernière tranche d'enquête, avant qu'il ne pense à checker l'entreprise de vidéo, elle est passée à essayer de chercher des infos sur les Jacobi, les premières victimes, qui avaient perdu toute leur possession dans un incendie et qui venaient tout juste d'arriver dans leur ville. Donc Graham n'arrivait pas à les connaître, et c'est cette recherche de leur personnalité qui va le mener à la solution. Pas d'essayer de deviner le dessein du tueur. Ma théorie conspirationniste fictionnelle, c'est que cet aspect de tueur en série dans sa tête du personnage de Will Graham, qui est mis au premier plan de toutes ces adaptations, est dû au fait que dès sa première interprétation, Michael Mann a utilisé la curiosité morbide et malsaine qu'appelle cette compréhension profonde d'un tueur psychopathe. Celle qu'on ressent devant un documentaire true crime, cette adrénaline du danger qu'on peut vivre en toute sécurité au travers de son écran. Will Graham est encore une étape au-dessus de cette sécurité. Déjà, il est fictionnel, mais en plus, il nous permet cette curiosité de l'esprit dérangé du tueur au travers d'un personnage héroïque, d'un personnage bon. Donc en plus d'assouvir notre côté morbide, il nous dédouane de toute culpabilité à observer et éventuellement apprécier un personnage foncièrement mauvais. Et dans la série, ce sera d'autant plus visible, mais le bonus à ce danger sans danger du personnage, c'est quelque chose que le public adore voir. La torture du héros. Will Graham est un personnage torturé de bout en bout. Déjà physiquement, il est éventré par Hannibal Lecter, et Doloride à la fin le défigure en lui enfonçant un couteau dans la tête. C'est le moment le plus graphique d'un livre où des familles entières sont massacrées quand même. Publiquement, il est humilié par Freddie Lounds, qui va prendre une photo de Will nu à l'hôpital alors qu'il est endormi et avec un anus artificiel, mais surtout, Will est torturé dans sa tête. Dans le livre, c'est le Dr Bloom qui va nous expliquer souvent sa façon de penser. Il nous apprend que Will est empathique à l'extrême. Il a une mémoire eidétique, donc il se souvient très précisément de tout ce qu'il voit, mais il va aussi, par réflexe, agir comme la personne en face de lui pour se protéger. C'est très subtil à la première lecture, mais si vous vous penchez sur ses réactions, ça peut se voir. Typiquement, face à Molly, il est calme, drôle et doux. Face à Crawford, il est têtu et colérique. Avec le shérif, il devient sans aucune race face à un petit vieux. Il les copie. La seule exception à cette règle, c'est lorsque Will discute avec Hannibal. Ce dernier est très ouvert, très naturel, charismatique et de bonne humeur. Will, en face, se referme très vite. Et ça, pour moi, c'est pour une seule raison. Il ne veut pas être comme Hannibal. Il le dit lui-même pendant la conversation. Il tente désespérément d'aller à l'encontre de son réflexe de protection qui est de copier la personne d'en face. Ce qui donne un stress énorme. Quand le personnage est seul, il est dépressif, alcoolique et surtout terrifié à l'idée d'être trop comme le tueur. C'est d'autant plus triste que dans le livre, contrairement à toutes ses adaptations, Will survit à l'attaque de Doloride certes, mais il finit défiguré et très probablement seul. Crawford se casse au QG du FBI en promettant d'essayer de revenir le voir, et quand on lit la suite, on sait bien qu'il ne se voit plus, et Molly n'arrive juste plus à lui parler. Déjà avant l'attaque, Harris nous avait fait comprendre que l'affaire les avait trop séparés, mais alors après, c'est fini. Will finit seul. La seule personne qui veut garder contact activement avec lui, c'est Hannibal Lecter. Et on commence, ça y est, on parle enfin du personnage éponyme, celui à la base de tout cet univers. Il est là 3 fois dans Dragon Rouge, 5 si on compte ses lettres. Hannibal Lecter dans Dragon Rouge est anecdotique. Il sert de menace supplémentaire qui plane au-dessus de Will spécifiquement. Il sert de raison pour que celui-ci ne veuille pas retourner travailler pour le FBI. Il sert d'explication sur pourquoi Crawford veut absolument que Will revienne travailler pour le FBI. Et pourtant, soyons honnêtes, avec la seule intervention importante qu'il a dans le livre qui est sa discussion avec Will, il est fascinant.
c'est très facile de comprendre pourquoi la suite de l'univers Lecter tourne autour de Lecter. Déjà, on le découvre par les discussions et les mentions de son nom que tout le monde fait autour de Will, c'est le nom chuchoté dans les couloirs du FBI, c'est l'affaire la plus sensationnelle de l'agence, le tueur intouchable qui a été arrêté par un simple coup de chance, un enquêteur parmi les plus observateurs qui s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. On va nous décrire ce qu'il a fait à Will, on va nous parler de ses 9 victimes connues, de son choix d'organes à récupérer sur chacune d'entre elles pour ensuite les cuisiner, tout ça avant de le voir pour la première fois. Pour moi, c'est l'effet Shere Khan. Je suis sûre que ça porte un autre nom, mais dans les Disney, les vieux en tout cas, c'est Shere Khan qui met le plus de temps à enfin apparaître dans le film. Et pourtant, il est la menace principale tout du long grâce à ça, et il est l'un des méchants Disney les plus terrifiants. Cet effet Shere Khan, c'est l'idée de garder ton méchant le plus longtemps hors champ, de créer cette atmosphère oppressive autour de lui et la menace qu'il est en faisant parler tous les autres personnages à son sujet, ce qui va créer cette anticipation de la révélation du vilain. C'est très intriguant que Harris utilise cette façon de faire non pas sur l'antagoniste principal de l'histoire, mais sur l'ancien antagoniste, celui qui est déjà derrière les barreaux. En quelque sorte, ça nous prépare au fait que Hannibal va être une menace malgré les barreaux. Il va réussir à mettre en danger toute la famille de Will, et je dirais même que c'est de sa faute si la vie de Will est ruinée à la fin de l'histoire. Si Hannibal n'avait pas réussi à refiler son adresse au dragon, Will aurait pu avoir sa discussion importante avec Molly et Willy, et peut-être qu'il aurait pu résoudre les tensions que l'affaire avait causées. Sans Hannibal, Will aurait pu avoir les fins de Manhunter et de Dragon Rouge, en fait. On va en reparler, mais ces deux fins minimisent beaucoup l'importance de Hannibal par le simple fait d'être des fins heureuses. En dehors de ça, on apprend les bases de Hannibal Lecter, cannibale, cultivé, pompeux, extrêmement observateur, extrêmement intelligent et extrêmement égocentrique, à tel point qu'il ne veut pas accepter que Graham ait pu l'attraper par pur hasard. Selon Hannibal, il n'est pas concevable que Will ne soit pas doté d'une intelligence supérieure à la sienne s'il a réussi à l'arrêter. Et vu l'opinion très élevée qu'Hannibal a de sa propre intelligence, Will doit être divin, limite. En tout cas, il doit forcément être comme lui. Sauf qu'en face de lui, Will casse complètement ses délires. C'était bel et bien un hasard. Il n'a pas chopé Lecter parce qu'ils sont soi-disant pareils. C'est seulement à la fin du livre que Will, maintenant qu'il est seul, va admettre au lecteur qu'il réunissait en lui tous les éléments pouvant donner naissance au meurtre. Alors Lecter avait peut-être raison, peut-être que Will Graham ressemble un peu trop à un tueur, mais tous les hommes le sont. C'est à la fois une fin très triste, puisque la vie de notre héros est ruinée, et pour les lecteurs et autres consommateurs de fiction, cette fin est bien plus horrible que la mort pure et simple du héros, mais malgré ça, elle paraît aussi libératrice pour Will. Il nous raconte l'histoire d'un lac, Shiloh, surnommé l'étang sanglant, qui a vu l'une des batailles les plus meurtrières de la guerre civile américaine. Il nous explique qu'au début, il pensait le lieu hanté par tous ses morts. Mais aujourd'hui, dans son rêve, il se rend compte que Shiloh est indifférente. Elle n'est pas hantée. Ce sont les hommes qui le sont. Je vois ça comme Graham qui accepte enfin qu'il a bien ces pensées intrusives violentes qu'on a pu lire depuis le début, qu'il pourrait tuer, il pourrait être comme Lecter, mais il choisit de ne pas l'être. Tous les hommes le peuvent. C'est une des interprétations qu'on peut en faire, hein. C'est à vous de décider ce que vous en comprenez. Dans le livre, Freddie Lounds est la plus grosse raclure de fonds bidés, prêt à tout pour créer une première de couverture qui vendra le plus possible d'exemplaires de son paplard, quitte à prétendre qu'un remède au cancer existe, parce que le cancer touche beaucoup de gens, mais surtout le cancer, ça touche beaucoup de gens désespérés. Vous ne mettrez surtout pas l'article en début de magazine, non, les lecteurs pourraient le lire et reposer le truc sans l'acheter. Il faut mettre l'article en page centrale, tu fais 5 paragraphes très optimistes, composés encore 10, on passe ensuite encore 8, puis au 6 avant de préciser que le remède miracle n'était pas encore disponible. Lounds est aussi moche qu'il est égocentrique, et bien qu'il admette le premier, il maintient que le deuxième est simplement une mauvaise utilisation du mot égocentrique par ses collègues. Le Lounds du livre est sa version la plus détestable. Dans toutes ses adaptations, on l'a rendu un peu plus gentil, un peu moins raclure. Et typiquement, pour le moment où il va prendre une photo de Graham à l'hôpital, à l'écran, on va juste lui reprocher de s'être introduit dans la chambre de Will alors qu'il était dans les vapes, et de l'avoir pris en photo dans une situation très vulnérable à son insu, et d'avoir publié et fait des thunes sur cette photo. Dans le bouquin, la petite subtilité, c'est qu'il a pris Will à poil. Il a censuré son entrejambe, mais le fait est que Lounds est entré dans la chambre de Will, l'a déshabillé pour montrer les pansements et les appareils, et a pris sa photo. Même dans la série, on n'aura pas cette version des faits. Pas vraiment. Il va même jusqu'à appeler Crawford avec une fausse voix pour les manipuler et que son équipe l'amène au dragon. Il est aussi, et sans surprise, très sexiste. Donc Lounds est dégueulasse, sans aucune empathie, tout le monde le déteste, mais alors pourquoi le livre, et seulement le livre, a réussi à me faire ressentir de la sympathie pour lui à la fin? C'est principalement
Grâce à Wendy. Alors Wendy, c'est la copine de Lowndes qui n'a que 3 scènes dans tout le livre, mais je l'aime bien. Harris arrive particulièrement bien à écrire les personnages féminins de passage dans ses livres. Ici c'est Wendy, dans Le Silence des Agneaux selon moi c'est la sénatrice, dans Hannibal c'est la tzigane qui va chasser Lecter. Quand elles ne sont pas trop présentes, Harris arrive à rendre ses persos féminins badass et plein de personnalité. Quand elles sont de passage. Donc Wendy, c'est la propriétaire d'un bar de striptease qui veut juste se faire un gros paquet de thunes avec Lowndes pour qu'il puisse enfin se barrer et se payer du bon temps. Elle est présentée à la fin du chapitre où on rencontre réellement Lowndes et où on commence à réellement le détester. Mais les voir discuter et être sincèrement amoureux nous permet une petite piqûre de rappel, Lowndes est humain. 30 pages plus loin, Lowndes sera torturé par le dragon, il enregistrera sa voix qui déclare l'immensité du dragon juste avant qu'il ne lui arrache les lèvres avec ses dents, suite à quoi il le ramènera devant les bureaux de son journal pour l'immoler. Lowndes survivra quelques heures après ça, juste assez pour mettre Graham sur la piste du dragon et pour l'insulter une dernière fois. Graham va permettre à Wendy d'être avec lui dans ses derniers moments, et cette légende, alors qu'il y a des flics en train de vomir dans le couloir à cause de l'apparence de Lowndes, face à un homme aux lèvres arrachées, entièrement brûlé vif, ne sourcille même pas un instant en entrant dans la pièce, va lui prendre la main et lui dire que tout ira bien, qu'ils se paieront du bon temps. Cette nana est géniale. Sa dernière scène dans le livre est au moment de l'enterrement de Lowndes, durant lequel elle va s'agenouiller devant sa tombe pour pleurer, tout ça pour annoncer à Will juste après que c'est le journal qui l'a payé pour avoir cette photo. Lowndes lui en aurait voulu de refuser. Et elle assure à Will que ce n'est pas de sa faute si Lowndes a été attaqué par le dragon, il est le criminel, tout ça c'est de sa faute à lui, et Will a intérêt à l'attraper. Wendy, pourquoi tu n'es dans aucune adaptation? Je pense que c'est parce que prendre le temps de développer réellement Lowndes, ça faisait trop long pour un film en vrai, mais c'est dommage. Elle est la seule raison pour laquelle la mort de Lowndes m'a fait un petit pincement au cœur. Tout petit. Dragon Rouge est sans aucun doute possible le meilleur volet écrit du Lecterverse, sans inclure les films. Harris est doué pour écrire les enquêtes, spécifiquement les enquêtes avec le matos des années 80, puisqu'il a été longtemps journaliste criminel. Il connaît particulièrement bien les techniques utilisées, les postes importants, les procédures judiciaires, les freins bureaucratiques auxquels les enquêteurs font face, et tout ça est central dans Dragon Rouge. Chaque déduction évidente est balayée très rapidement, là où dans d'autres thrillers, elles auraient pu être le sujet de plusieurs chapitres de recherche et de réflexion. Ça donne une enquête qui parfois peut paraître banale dans son traitement, mais qui est rendue d'autant plus intéressante qu'elle est traitée par des flics qui font parfaitement bien leur travail, qui n'ont pas l'ego surdimensionné habituellement utilisé pour ralentir le récit, et qui en plus sont visiblement choqués par l'affaire malgré leur bagage professionnel. Le monologue final de Graham, après l'incendie de chez Doloride, c'est déclarer que tous les experts avec qui il a travaillé sont super trop cool et trop forts, et c'est la conclusion de l'enquête, et c'est vrai. J'ai pas trop parlé de Crawford, mais dans cette histoire, il est très bon coordinateur, il est actif, il est respecté, il a un nouveau bureau, sa carrière est florissante, ce qui est totalement un foreshadowing de ma part pour quand on parlera des prochains livres. Will Graham peut paraître incohérent à la première lecture, mais quand on prend en compte ce que dit Bloom et la déclaration finale du personnage, il devient plus logique et plus tragique qu'incohérent. Tous les twists, toutes les révélations, tous les détails de l'enquête s'emboîtent parfaitement entre elles, pas étonnant que ce bouquin ait démarré toute une franchise. Le récit est aussi parsemé de petits détails qui sont super cool à remarquer, et je suis sûre que j'en ai raté, mais par exemple, le simple fait que le lecteur sache que l'empreinte dentaire du dragon ne pourra pas aider l'enquête, puisque c'est un dentier qu'il change. Et ça, les inspecteurs le savent pas. Le fait que Hannibal nomme dans son monologue interne le tueur le dragon, alors que le public l'appelle encore la mâchoire. Et ce parce que Hannibal a reçu un message du dragon. Ça, on le sait même pas encore. Tout le plan de Doloride pour que Reba pense qu'il est mort et dise ça aux flics, qui au fond est basé sur le fait qu'il a parfaitement confiance en elle pour se sortir d'une maison en flammes. Et que donc l'absence de pitié face à son handicap, ce pourquoi elle était en train de tomber amoureuse de lui, c'était bel et bien vrai. Le fait que la seule présence du dentier du dragon sur le cadavre que touche Reba peut faire comprendre au lecteur qu'il ne s'agit pas de Doloride, puisque c'est un dentier qu'il ne met que lors de ses meurtres, et avec lequel il ne peut pas bien parler, alors qu'il vient d'avoir toute une conversation avec Reba. On peut techniquement deviner qu'il va revenir. Il y a plein de détails comme ça qui ne font que souligner la cohérence du récit. On va aussi avoir affaire au début de certains tics d'écriture de Harris, mon préféré étant les dialogues sans descriptif. Quand un dialogue est tendu,
Harris ne nous donnera plus aucun verbe ou adjectif après une phrase. C'est juste les tirés de dialogue qui s'enchaînent. Ça donne un rythme extrêmement rapide et stressant. On verra qu'il continuera d'écrire ce genre de dialogue dans tous les Hannibal. On a aussi les prémices d'un rapport au sexe et à la religion que je me permets de garder à décortiquer pour plus tard, vous allez voir pourquoi. Ce sont des sujets importants pour tous les personnages de Harris et Dragon Rouge ne fait pas exception. Dans la même veine, le Dragon Rouge est accusé par beaucoup d'être en réalité gay dans le livre, ce qui cette fois-ci commence une préférence d'écriture de Harris que je ne porte pas dans mon cœur, qui est de faire de tous ces tueurs psychopathes extrêmement violents des personnes queer. On le verra, mais Buffalo Bill notamment fait partie du panthéon des boogeyman trans qui ont fait circuler cette image des transsexuels M2F violents et prédateurs envers leurs victimes féminines. Ce qui est un problème. Mais on verra ça au moment de parler du silence des agneaux. Harris va aussi nous offrir un florilège de descriptions tellement bizarres qu'on ne retrouvera plus dans les autres livres. Et pourtant, je les aime tellement. C'est des phrases qui sortent de nulle part et qui des fois fonctionnent très bien. Et des fois moins. Mais ça donne beaucoup de personnalité au livre. Je sais pas trop pourquoi on n'a plus ça dans les autres, c'est dommage. Comme pour ces autres livres, le Dragon Rouge est bien ancré dans son époque, ce qui est une autre façon de dire qu'il a mal vieilli sur certains sujets, ici en particulier sur le racisme, le sexisme et l'homophobie ambiante, mais ces traits ne se retrouvent que chez les personnages secondaires et sont constamment détestés par nos protagonistes, ne vous en faites pas. Non, Harris n'oserait pas dénoncer quelque chose qu'il fait lui-même. Je vous le dis direct, je vais pas refaire le résumé de chacune de ces histoires à chaque fois que je vais parler de leurs adaptations. Je vais compter sur votre mémoire de grande personne qui a accepté de regarder une vidéo de 6 heures, ok? Ok. En plus de ça, de toutes les adaptations dont on va parler, Dragon Rouge est la plus littérale. La majorité des dialogues que vous trouverez dans le film sont directement tirés du livre, sans modification, et c'est pour ça que je voulais parler de tout ce qui existe dans le lecteur-verse. Je sais, c'est moche, mais je suis sûre qu'on va s'y faire, parce que à partir de 4 histoires, 4 livres plus ou moins bons, on a droit à des choix d'adaptation différents pour chacun. Ici, on commence par le copier-coller. Enfin presque, les 2 grosses modifications apportées à l'histoire sont son début et sa fin. On commence le film avec la séquence de découverte par Will Graham de la réelle identité d'Hannibal. Il est le Chesapeake Ripper, le tueur en série que personne n'arrive à comprendre ou arrêter, et mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette mini queue de cheval? Qui a fait ça? Qui a fait ce choix? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel niveau de la prod pour qu'on accepte ça? Mais cette fois-ci, Will va voir Hannibal pour lui demander son aide, pour travailler avec lui. Ils échangent sur l'enquête, et alors qu'Hannibal va chercher le manteau de Will, ce qui est franchement un red flag pour un personnage aussi observateur que Will Graham, ne pas se dire que c'est bizarre que Hannibal insiste pour quitter la pièce et le laisser là alors qu'il pourrait juste prendre sa veste en partant, c'est bizarre. Je sais que pour certains ce sera un détail anodin, mais on est censé croire que Will est un des meilleurs agents en fonction et qu'il est doté spécifiquement d'une intelligence au-dessus des autres. Donc c'est un mauvais détail, et c'est l'introduction du personnage. Il comprend que Hannibal est le criminel, pas en découvrant le dessin de l'homme blessé qui représente exactement les blessures des victimes comme dans le livre, mais en trouvant le Larousse de la cuisine sur l'étagère de Hannibal. Et Hannibal a souligné la recette qu'il voulait faire avec les organes de sa dernière victime. C'est forcément une vanne à ce stade. Donc cette fois-ci, c'est le personnage de Hannibal qui perd en intelligence puisqu'il a besoin de souligner le nom de la recette. C'est la bagarre, les 2 prennent cher mais survivent et Hannibal est mis en prison. S'ensuit l'écran-titre qui met en avant l'obsession que Doloride porte à Hannibal. Elle est beaucoup plus développée dans le film, puisqu'il faut bien donner de l'importance au Hannibal de Hopkins, parce que c'est pour ça que les gens viennent voir le film, et si tu le mets pas plus en avant que dans le livre, ou encore une fois, il est anecdotique, ils vont être déçus. Et là, on tombe assez vite, du coup, sur l'un des problèmes principaux de ce film. Il arrive après
les adaptations du Silence des Agneaux et d'Hannibal. En plus de ça, il n'est sorti qu'1 an après Hannibal, il fallait surfer sur la vague des fans de Lecter, qui selon la production visiblement ne sont là que pour Lecter. Le Silence des Agneaux et Hannibal, chronologiquement, se passe après Dragon Rouge, mais le film prend en compte un public qui aura déjà vu ces 2 autres films et attendent quelque chose que l'histoire d'origine ne peut pas leur offrir si elle avait été adaptée telle quelle. Donc on a cette scène d'intro, la tentative pitoyable de recréer la scène de découverte de Lecter dans Le Silence des Agneaux, et les interventions de Hannibal au fur et à mesure de l'histoire sont rallongées, genre la séquence où Crawford trimballe le rouleau de PQ avec le message du dragon dessus dans tous les départements. Dans le livre, le point d'intérêt, ce sont les départements médico-légaux et leur efficacité. Dans le film, le point de focalisation, c'est le compte à rebours après lequel Hannibal va forcément comprendre ce qui se passe parce qu'il est trop fort, et le détail rajouté ici, c'est qu'Hannibal devine ce que Crawford a fait, parce que l'agent d'entretien est con, y a pas d'autre mot. Cette révélation est nulle. Dans le livre, on sait pas ce qui se passe dans la tête d'Hannibal. On ne sait pas ce qu'il sait. D'ailleurs, on n'apprend jamais s'il sait que le FBI a trouvé son rouleau là, parce que ça n'a pas d'importance dans la narration. Mais le film a besoin qu'on voit Hannibal comme plus important qu'il ne l'est réellement. Ils peuvent pas s'en empêcher. La fin, quant à elle, devient une happy end, où Will vit sur un bateau avec sa famille et n'est pas défiguré. Voyons, il faut qu'Edward soit mignon pour la caméra. Quoi ? Des conséquences. Qui veut ça? Il s'est pris un chargeur dans le torse dans la séquence précédente. Le film voulait qu'on soit stressé pendant cette séquence. Et puis en fait, il a rien, ça va. J'aime pas quand on me prend pour un bébé qui a besoin de sa fin heureuse. Je sais pas vous, mais du coup, au second visionnage, cette séquence où Will se fait tirer dessus, elle n'a plus aucun impact puisque je sais qu'il n'y a pas de conséquences. C'est pas un choix trop étrange et trop chiant, c'est juste quelque chose qui me saoule globalement. Sur son bateau, il reçoit la lettre finale d'Hannibal et la jette dans l'océan, le salaud de pollueur. Dans le livre, Crawford intercepte la lettre et Will ne la voit jamais, mais parvient quand même à la même conclusion qu'Hannibal sur son fond violent sans son aide. C'est subtil, mais c'est cool. Là, on a une conclusion à l'opposé de ce message, même sans dialogue. Will, qui jette ce message et qui part heureux dans le soleil couchant, c'est lui qui arrive à refuser sa ressemblance avec les tueurs qu'il a chassés et qui fait le choix d'être heureux avec une femme qui apparemment, pour le film, n'a pas son mot à dire après avoir tué un autre être humain, mais... c'est pas elle qui importe, c'est Will. Au lieu de finir seul et désespéré, mais étrangement satisfait dans sa conclusion personnelle que le mal n'est pas contenu dans le monde, mais dans l'homme, c'est une fin triste mais douce, c'est tout en gris. Au lieu de ça, donc, on a une fin toute blanche, sur plusieurs niveaux, et une fin où Will Graham n'est plus Will Graham, du coup. Dans cette adaptation, Will est indéniablement un héros. Son alcoolisme est là, mais ça va, c'est parce que l'affaire est compliquée, alors que dans le livre, les personnages qui le connaissent savent qu'il boit beaucoup et le lui disent. Ses excès de colère sont édulcorés, les découvertes de ses collègues très doués, vous savez, le cœur de l'enquête du livre, sont parfois attribuées à Will dans le film. Il est là pour la séquence du rouleau de PQ, alors que normalement il est dans un autre état en train de se préoccuper des victimes, vous savez, l'autre truc qui est important dans l'histoire et le personnage. Les changements peuvent paraître légers, les dialogues sont bien ceux du livre, et pourtant, dans sa réalisation, le film choisit de se focaliser sur Will, d'en faire un héros hollywoodien classique. Légèrement torturé, mais pas trop, sinon on perd notre empathie pour lui. Et un public qui n'aime pas son protagoniste est un public malheureux, voyons. On ne ressent pas la même chose face au livre et face au film. J'aime bien cet exemple d'adaptation ratée. Elle est pas ratée sur la forme, bon, la réal est assez plate et il n'y a pas réellement d'idées grandioses, mais il n'y a rien d'outrageusement mauvais non plus. Non, cette adaptation est ratée dans le fond. Le cœur de l'histoire. C'est cliché comme formulation, je sais, mais l'aspect très fun de l'enquête dans le livre venait de cette équipe qui travaille en synergie et le fait très bien. Le fun de l'écriture des personnages vient selon moi du fait qu'aucun d'entre eux n'est parfait. Crawford prend des décisions qui vont toucher Will sans lui en parler. Will, je vais pas refaire mon discours, mais est très loin d'être sympa. Molly n'arrive pas à passer outre le trauma qu'elle a vécu pendant cette histoire. Tout le long du livre, elle s'éloigne de plus en plus de Will et ils ne parviennent plus à communiquer bien avant la fin. Leur histoire est palpable. Dolorhide est une collection de traumas qui explique absolument tout ce qu'il fait dans le livre. Bon, ça aurait été dur à adapter, mais il y a un truc que je comprends pas dans le film. Au moment de la confrontation finale, Dolorhide attrape le beau-fils de Will, et pour le sauver, ce dernier commence à traiter Will comme la grand-mère de Dolorhide le traitait. Quand est-ce qu'il a appris ce qu'elle lui disait ? Est-ce qu'il le devine juste sur le coup ? Parce que c'est spécifique, hein, comme menace quand même. Je crois qu'il trouve le journal de Dolorhide à un moment. Ce qui est un peu chelou, puisque la maison explose quand même, hein. Et puis même s'il l'a lu, ça, nous, on n'est pas du tout au courant. Les spectateurs, ça sort de nulle part, et c'est comme de par hasard la solution miracle à cette situation. C'est le Deus Ex Machina dans le cerveau de Will, et les Deus Ex, c'est rarement satisfaisant à voir. En plus de ça, je me dois d'en parler, mais Edward Norton, c'est un des acteurs que je n'aime que en VF. Sa vraie voix est tellement monocorde, son doubleur rajoute énormément à sa performance.
Alors, il joue très bien les connards dans d'autres films, hein, quand il se laisse, selon ses standards, surjouer, selon les standards du reste du monde, jouer. Son ton monocorde et ce qu'on peut appeler son sous-jeu ne vont pas avec une histoire où notre protagoniste est censé être poussé par son sens de la justice et son empathie pour les victimes à sortir de sa retraite anticipée due à une enquête contre un tueur en série qui l'a mis en danger de mort pour aller mener une enquête contre un tueur en série qui le met en danger de mort, tout en retournant voir celui qui a failli le tuer, tout en s'énervant constamment contre lui-même et les gens qui l'entourent, tout en étant un alcoolique notoire, tout en vivant une crise avec la femme de sa vie qui ne veut pas de cette vie, tout en gérant un beau-fils qui apprend à le connaître, tout en devant travailler avec un journaliste qu'il a exposé devant le monde entier avec un anus artificiel, tout ça, à votre grand étonnement j'en suis sûr, demande l'expression, vous savez, de sentiments sur le visage de l'acteur qui doit nous faire vivre tout ce qui se passe à l'intérieur là. On aime ou pas l'acting merveilleusement 80s de Manhunter, mais au moins je sais ce qu'il ressent, Will, là. Tu coupes le son sur Edward, et y a plus rien. Tu m'étonnes qu'il se soit senti obligé d'en faire des caisses avec la musique qui est insupportablement descriptive. On est dans un épisode de Dora l'exploratrice à ce stade, qu'est-ce qu'on est censé ressentir ici les enfants ? C'est ça, on est triste. Tellement relou. Bah ça c'est pour Will, mais les autres personnages sont eux aussi modifiés pour rentrer un petit peu mieux dans les petites cases pas trop compliquées du cinéma ricain des années 2000, pour surtout pas déstabiliser l'esprit fragile des spectateurs. Doloride ne garde de toute sa backstory que la menace de castration de sa grand-mère, qui perd beaucoup de son impact puisqu'elle se tient à 2 mètres de lui en brandissant ses ciseaux dans le vide, plutôt que de le menacer réellement physiquement. Et bien sûr, on oublie tout le reste de son histoire qui servait à justifier tous les détails de ses meurtres, mais je comprends ce choix pour le coup. Et d'ailleurs, c'est le choix qui sera fait dans chacune des adaptations de Dragon Rouge. On peut se contenter du fait qu'il est dérangé. Du côté des spectateurs, on ne se rend pas compte de ce qui nous manque sans lire le livre. Le problème qui découle de ça, c'est que Doloride devient simplement un taré qui tombe amoureux, donc qui gagne un peu notre sympathie, mais on ne connaît absolument pas ses délires. Dans le livre, le dragon rouge qui habite le corps de Doloride lui parle, et pas uniquement dans sa tête, il parle. Reba va être la seule à entendre sa voix en dehors de Doloride, mais cette voix existe. C'est Doloride qui parle, mais il parle différemment, sans aucun problème de prononciation dû à son bec de lièvre. Dans ce film, la voix du dragon n'existe pas. Et bon, pour être honnête, même dans le livre, cette voix est très exagérée, très premier degré, et du coup un peu ridicule, donc le choix de ne pas la montrer me paraît logique. Je l'ai déjà dit, mais le choix de casting est étrange, ici. Alors Fiennes est le meilleur acteur du film, il n'y a pas photo. J'adore Harvey Keitel, mais Crawford ne lui offre pas forcément la possibilité de montrer ses capacités de jeu, alors que Fiennes porte sur ses épaules tout le drama, tout le suspense du film. En parlant de Keitel, il joue Crawford, et j'ai un souci principal avec ça. Il est censé jouer la version la plus jeune qu'on a dans tout le canon de Jack Crawford. Je m'avance, mais dans le même univers, celui où Hopkins joue Hannibal, Crawford, dans Le Silence des Agneaux, donc 5 ans après Dragon Rouge, ressemble à ça. Si on n'était pas dans le même univers, je m'en foutrais, je veux Harvey partout, moi, mais à cause de ça, ce Crawford ne marche pas. En plus du fait que niveau personnalité, ces deux-là sont beaucoup trop éloignés. Ce ne sont pas les mêmes personnages. En fait, on va le voir avec la suite, mais cet univers Hopkins-là n'est jamais pris au sérieux par les producteurs ou les réals ou les deux, j'en sais rien. Les personnages les plus importants sont recastés d'un volet à l'autre, les choix d'adaptation ne se suivent pas, et ces deux films-là sont tellement évidemment des films de commande sans aucune âme que ça fait mal. Vous voulez voir ce que le film fait pour nous faire peur ? Ma. C'est connu, ça s'entend pas un hélicoptère. Ils ont un mode furtif. Pire encore, vous voulez la clôture du film ? C'est pas Will qui part vivre heureux, non. Il faut qu'on revoie Hannibal, ce serait dommage, les gens sont là pour ça. Donc on revoit Chilton qui va voir Hannibal et lui parle d'une élève du FBI qui veut lui parler, une certaine Clarice Starling. Très jolie. Alors si on oublie que du coup on est censé accepter qu'on a fait un bond de 5 ans dans le futur en un cut juste pour avoir ce rappel nul du seul bon film de cette franchise avec Hopkins là, Chilton découvre le physique de Clarice avant de l'abandonner dans le couloir pour aller voir Hannibal normalement. Il ne peut pas savoir à quoi elle ressemble. À la limite, s'il avait juste dit qu'elle arrive sans la décrire, ce serait passé. Mais non, ce serait trop bête de manquer une parfaite occasion de créer une incohérence en plus. Molly n'est presque plus un personnage, c'est un morceau de carton qui représente un archétype, et pourquoi tu lui apprends à tirer à côté de chevaux, sérieux ? Lowndes, je comprends pas les choix de jeu. Il est tout mou. Il est pas détestable, il est juste là. Et même quand il se fait torturer, il reste tout mou.
Reba perd de son côté très actif dans l'histoire, même si c'est le personnage qui est le mieux adapté. Willy est beaucoup moins complexe comme personnage d'enfant, là c'est juste un gamin qui saisit pas ce qui se passe. Dans le livre, même si c'est pas parfait, il a des réactions qui lui sont propres, pas des réactions d'enfant lambda du cinéma. L'équipe de choc de Crawford est relayée dans le fond, ils sont pas importants, ce qui importe c'est Will et Hannibal, le gentil et le méchant. Mais le plus gros défaut de ce film, ce qui n'est pas pardonnable, c'est qu'à part pour les scènes de Fiennes qui donnent tout ce qu'il a, et encore, on s'emmerde. Je ne supporte pas les films qui ne me font rien ressentir. Je préfère encore une œuvre qui m'énerve qu'une œuvre tellement vide que je l'oublie dans l'heure qui suit mon visionnage. Et malgré mes longues tirades sur les films, croyez-moi, je suis pas un public difficile, hein. Même quand je vois des problèmes flagrants dans un film, tant qu'il me divertit, selon moi, il a fait la majorité de son boulot. J'arrive à trouver des soucis même dans mes films préférés parce qu'aucun film n'est parfait. Et même si je déteste profondément un film, tous mes respects d'avoir réussi à faire un film. Sauf toi. Et le fait que je le déteste veut dire que le film m'a fait vivre une expérience intense. C'est peut-être pas ce qu'avaient prévu les créateurs, mais c'est quelque chose. Quand je me fais chier, y a rien. Vous allez le comprendre très vite, ce texte sur Dragon Rouge là, c'est de loin le plus court que j'ai écrit sur toutes les œuvres lecteurs. Et c'est pas la faute de l'histoire. Y a qu'à voir Manhunter. Là aussi, pas de résumé, la seule différence entre Manhunter et Dragon Rouge, le livre, c'est la fin. On finit l'histoire par une bagarre finale entre Graham et Doloride chez ce dernier, au bout de laquelle Graham tue Doloride et il ne revient pas. On oublie le tractard chez Graham, la découverte de ce que le dragon a fait pour faire croire à sa mort, et sa réelle mort aux mains de Molly. Le reste de l'histoire reste la même, et contrairement à Dragon Rouge, le film, Manhunter capture parfaitement l'ambiance et le ressenti qu'on peut avoir en lisant le livre. C'est en très grande partie parce que le film transpire les années 80. Regardez-moi ces lunettes, ces cassettes, ces mulets frisés. Il y a du grain à l'écran, il y a du grain au son, il y a du grain dans les costumes trop grands, c'est merveilleux. Tout ça rend l'enquête en elle-même plus proche de son aspect d'origine. On voit les méthodes de l'époque puisque c'est ce qui était contemporain. Dans Dragon Rouge, le film, bordel c'est chiant de préciser à chaque fois, on n'a pas cette sensation d'époque. Et c'est pas infaisable avec les caméras et les acteurs d'aujourd'hui, hein. Vous avez vu Mindhunter? Mais il n'y a pas eu réellement d'effort de set design ou de costume design ou de coiffure pour nous renvoyer dans les années 80. Manhunter n'a pas besoin de faire ce travail, il est les années 80. Suffit de fermer les yeux et d'écouter la musique pour voyager dans un temps de juste au corps, de permanente et de cigarettes. Ici on retrouve un Will Graham torturé et désagréable parfois, toujours pas autant que dans le livre, mais il est beaucoup plus émotionnel. La mise en scène essaye aussi, cette fois-ci, de représenter tous les tumultes intérieurs de notre protagoniste. Il y a deux séquences qui sortent du lot selon moi. Déjà celle où Will se rend chez les victimes pour la première fois et tente de se mettre très littéralement à la place du dragon. Pour représenter ça, Michael Mann... Mais j'ai pas dit, c'est Michael Mann qui a fait ce film. Tu m'étonnes qu'on ait quoi bien manger. Pour représenter ça, donc, Mann va simplement placer la caméra en POV, donc à la place de la tête du personnage. J'adore ce plan. Il date de 86, mais vous pouvez le placer dans n'importe quel jeu d'horreur moderne avec le placement de la lampe torche sous la caméra comme ça, dans une maison entièrement sombre. Il est un rappel direct du premier plan qu'on voit dans le film, qui est la vidéo tournée par Doloride lors de son massacre de la famille, en pleine nuit, avec une lampe torche placée pareil, puisque le but de Will ici est de se mettre à la place de Doloride. En plus de la trouille qu'emmène un champ de vision aussi limité, on a la limite encore plus tranchée de l'éclairage dans le cadre. Et le POV nous garde en alerte, même si c'est pas logique. On sait que Will est seul dans la maison. On sait que le massacre a déjà été commis. On sait que le tueur n'est plus là. En plus du stress, c'est le genre de plan qui crée de l'anticipation. On va exactement au même rythme que le personnage. Et il est lent, c'est normal, la vie c'est plus lent qu'à l'écran logiquement. Mais en tant que spectateur, on n'est pas habitué à ça. Le film nous force à ralentir avant de découvrir les scènes du crime. On aperçoit des chaussons et des jouets dans l'escalier, des enfants vivaient là. On passe devant leur chambre dont le sol est taché de sang. On arrive dans la chambre des parents, la caméra est au-dessus de la porte pour qu'on n'aperçoive pas son contenu puisque le personnage ne le voit pas. Will allume la lumière et oh, j'adore ce cut. On revoit.
Nous avons sous les yeux un jumpscare avant que le terme et l'idée ne soient généralisés et de fait édulcorés. Pas de soulignement sonore, pas de mouvement, juste un plan coupé un peu plus tôt que ce à quoi notre œil de spectateur est habitué, et la découverte à l'instant même où le personnage est la voix de la scène du crime. Parfait. Tout le film est pensé pour placer le spectateur à la place de Will, et comme Will se met à la place du tueur, faites le calcul, je crois en vous. Et pas seulement par ce genre d'identification très littérale, prenez le moment où Graham va revoir Hannibal pour la première fois depuis son arrestation. Déjà, la séquence d'anticipation est pour moi très réminiscente de ce que deviendra quelques années plus tard l'une des séquences les plus analysées en école de cinéma, celle de la découverte de Lecter par Clarisse dans Le Silence des Agneaux. Pareil pour l'utilisation de POV d'ailleurs, hein, on le verra, mais Le Silence des Agneaux les utilise aussi très bien. Donc on a cette anticipation, la découverte de Lecter, nonchalamment allongé sur son lit, et la discussion beaucoup trop personnelle au goût de Will qui s'ensuit. Déjà, cette séquence est bien faite, et me rappelle beaucoup la séquence des barreaux de Silent Hill 2, puisque le décor ici aussi permet de suggérer que celui qui est enfermé n'est peut-être pas celui qu'on croit. Ça, et les plans débulés, c'est merveilleusement Silent Hill avant Silent Hill, représenter le mal-être du personnage par l'utilisation de plans et de décors inhabituels pour que le spectateur ressente la même chose. C'est pile poil ce que j'aime, ce qui n'étonne absolument personne à ce stade. Mais la séquence qui m'intéresse vraiment, c'est celle qui suit. Il faut savoir que la scène suivante n'est pas dans le livre. Là-bas, Will sort de l'hôpital et est énervé mais passe à autre chose assez vite. Ici, Will s'enfuit de la cellule de Lecter en courant. Il traverse les dédales de l'hôpital gigantesque. On se retrouve devant ce plan que j'affectionne particulièrement, où Will est forcé par le décor lui-même à courir de droite à gauche, et puis de gauche à droite, à descendre cette pente bien plus lentement que ce que sa course nous dit qu'il voudrait le faire. C'est juste assez long pour qu'on ait envie devant notre écran qu'il se dépêche, que le montage se dépêche et nous permette à lui comme à nous de sortir de là. Puis on réutilise le POV, on court à la place de Will, on entend ses pas qui résonnent, la musique qui monte, sa respiration qui s'affole, on vit l'attaque de panique que Will est en train de vivre à cause d'un Hannibal Lecter qui est parvenu à décortiquer sa vie en quelques minutes de conversation. Encore une fois, Mann nous met parfaitement bien dans les chaussures de Will, on le comprend bien mieux au travers de cette mise en scène qu'au travers de l'entièreté de Dragon Rouge, le film, alors que Dragon Rouge en fait un héros à lui tout seul. Parce que Manhunter parvient aussi à conserver la sensation du travail d'équipe ultra efficace qui vient du bouquin. Bon alors, le défaut que je donne au film, c'est, comme je l'ai déjà dit vite fait avant, d'en avoir fait un boys club, et puis un boys club blanc et frisé. Ces gars se ressemblent tous, c'est abusé. Malgré ça, au moins dans cette version, je me rappelle que cette équipe est là, et qu'elle aide tout autant, voire plus quand l'enquête le permet, que Will. Il n'est pas seul face à cette enquête, il est simplement l'un des engrenages nécessaires pour arrêter le dragon, un engrenage auquel on reste collé, quitte à rater des avancées qui sont faites par d'autres membres de l'équipe quand Will n'est pas là. Mais c'est normal puisque tout le monde fait quelque chose d'important dans plein d'endroits différents pour que ça avance. J'adore ce fourmillement d'expertise et de boulot d'enquête par tout le monde. Alors les séquences dont je vous ai parlé sont assez clairement là pour nous mettre à la place de Will, ça n'est pas un secret que seuls les spectateurs avertis verront, mais tout le film nous suggère qu'on vit l'histoire au travers de ses perceptions, pas seulement ses moments de réflexion ou de crise. Déjà c'est assez visible, mais toutes les scènes qui se déroulent sur la plage vers la maison de Molly et Will sont colorées, on a des espaces larges qui respirent, le bruit des vagues, le ciel bleu, que ce soit au début ou à la fin du film, cet endroit est très littéralement un coin de paradis pour Will. Il y est calme, serein, et la mise en scène nous montre ça. On ne retrouvera pas cette sérénité autre part qu'ici. Logique. Michael Mann va aussi utiliser le traitement des scènes de nuit pour nous expliquer dans quel mood est notre cher Will, à quel point c'est cool, sérieux. On a globalement 3 traitements différents des scènes de nuit. La première, c'est la nuit américaine. Pour ceux dans le fond, la nuit américaine, c'est lorsqu'on filme en plein jour, mais avec un cellulo ou un traitement de pellicule, ou plus récemment des effets en VFX, en post bleu. La nuit américaine, c'est coloré, c'est contrasté, on voit particulièrement bien ce qui se passe, contrairement à beaucoup de scènes de nuit filmées aujourd'hui, où on fait exprès de tout mettre dans le noir pour cacher des effets spéciaux foireux. N'est-ce pas ? Non, ici le but, c'est que le spectateur voit. Cette nuit américaine, dans Manhunter, elle n'est utilisée que dans la maison de la plage, principalement quand Will est avec Molly et qu'il est heureux. À l'exception de la fausse trouille au milieu où Lecter envoie le dragon chez Will, mais en fait c'est un flic à la porte, ça va. Donc la nuit américaine représente plus le lieu de cette maison en bord de plage en réalité, mais ce lieu est, encore une fois, le coin de paradis de Will, et ce traitement d'image nous le montre, selon moi. Ensuite, on a le traitement de la nuit que j'appellerais réaliste. Celle qu'on a quand Will visite les scènes de crime, celle des POV. Techniquement, on a d'autres sources de lumière non naturelles amenées par l'équipe de tournage, vous savez, pour que le spectateur voit ce qui se passe, mais cet éclairage se veut naturel. C'est la réalité selon le film, et ces séquences, ce sont celles où Will se triture les méninges pour vivre comme le tueur. Il a le même éclairage que le tueur. C'est logique ce que je dis ? Genre, pour recouper les 2 points de vue, ces 2-là, typiquement, ils sont logiquement tous les 2 nus.
sans artifice. Pas de nuit américaine, pas d'autre source de lumière allumée que la lampe de torche. Il faut que les conditions soient les mêmes, donc éclairage naturel. Le troisième traitement de nuit qu'on a, c'est celle que j'appellerais les nuits à scénario pas cool. Toutes les scènes dans le film où Will doit discuter de trucs pas ouf avec Molly, doit préparer son attaque sur Doloride, ce sont des scènes où on va avoir de gros spots de lumière bien violents quelque part dans le décor qui vont tout de suite les séparer des scènes de nuit réalistes. Ce sont les moments où Will est stressé, parce que qu'on le veuille ou non, il ne stresse pas quand il réfléchit comme le tueur, c'est une des choses perturbantes à propos du personnage. Les spots violents créent des ombres plus violentes, des visages plus tranchés, un ressenti qui dérange. On a même une dernière colorimétrie différente qui se rapproche pour moi des nuits réalistes. Pendant l'affrontement final, on a une nuit tellement désaturée et sombre qu'on n'est pas loin du noir et blanc. Noir et blanc pour ce film, d'accord ? Ce film a des couleurs tout du long, je sais que c'est pas du noir et blanc ça, mais pour la colo globale de l'œuvre, c'est un moment désaturé, ok ? Et avec ma lecture bizarre des nuits du film, cette nuit est traitée comme ça, puisque nos deux POV des nuits réalistes se retrouvent et se battent. On n'a pas de lampe torche, donc ce qui reste, c'est ça. Will face au dragon. Ce dragon rouge est perturbant dès le début. Le casting nous donne un personnage qui n'est toujours pas un bodybuilder, mais qui est loin de la belle gueule de Fiennes, qui ne nous fait pas trop croire en tous les complexes physiques qu'a Doloride, d'ailleurs, je l'ai pas trop dit. Ici, ouais, je veux bien croire qu'il soit mal dans sa peau, malheureusement, et que les gens autour de lui le trouvent étrange. Ce dragon, encore plus que celui du livre, nous devient attachant avec son histoire d'amour avec Reba, qui est plus étalée dans l'histoire, moins rapide, et aussi, on n'a pas les pensées intrusives qu'il a dans le livre de lui faire du mal tout du long. Puis, il redevient terrifiant à la fin. C'est un très bon exemple de l'antagoniste qui pourrait gagner notre sympathie, et le fait qu'il la perde à nouveau donne cet effet de montagne russe d'émotions qui rend l'arc du personnage cool à voir. Malgré le fait que sur le papier, ce qu'il fait n'est pas si terrifiant. Ok, c'est terrifiant, mais dans un lore où plus tard on se retrouvera avec des trucs comme ça, ou ça, et encore plus, le dragon rouge est calme, finalement. Cette première adaptation du personnage avait déjà viré sa backstory et son monologue du dragon, et démontre qu'il peut très bien s'en sortir sans tout ça. On se retrouve avec un Doloride qui emmène plus d'empathie de la part du spectateur que du lecteur, et qui du coup nous choque encore plus quand il s'avère qu'il est irrécupérable. Le Doloride de Tom Noonan est pour moi la meilleure représentation du personnage, si ce n'est que pour un casting qui ne correspond pas aux critères de beauté masculin contemporain, parce que bordel, qui croit que ces deux gars sont défigurés là. Mais il a aussi un jeu tellement bizarre et gênant, il est parfaitement dérangeant ce gars, c'est nickel. C'est dommage qu'il n'ait pas eu droit à son coup de maître final, à son attaque de Graham, genre Manhunter avec la fin du livre, ça aurait été la perfection. Dans la même veine que Doloride, on se retrouve avec une autre version de Hannibal ici. Le Hannibal de Brian Cox est très différent de celui de Hopkins. On a un Hannibal extrêmement sûr de lui, mais qui est heureux d'être plus intelligent que tout le monde. Il se la pète un peu, il s'amuse, mais il s'amuse comme nous on s'amuserait à, je sais pas, à faire un puzzle. J'ai pas de vie sociale, moi, je sais pas. Contrairement à Hopkins, Cox joue Hannibal comme très charismatique et surtout très naturel, à l'inverse de Hopkins qui fait tout ce qu'il peut dans tous ses Hannibal pour être le plus éloigné du naturel possible, ce qui donne une aura terrifiante au personnage. Tant que c'est pas trop cabotiné, on va en reparler, mais du coup Hannibal Hopkins n'est jamais charmant, pas dans le sens social du terme, alors que Hannibal Cox, on a aucun mal à imaginer ce gars s'intégrer à la société et faire croire à tout le monde qu'il est normal et sympa. C'est le reproche que je peux faire au Hannibal de Hopkins et de Mads Mikkelsen. Je croise un gars comme ça, je vais pas manger chez lui. Chez lui, par contre, écoute, il a l'air gentil, vas-y, on fonce. Détail qui a été rajouté au film et que j'aime beaucoup sur Hannibal, son plan pour récupérer l'adresse de Will est plus complexe que dans le livre puisqu'il n'a qu'un téléphone sans cadran et il le mène à la perfection avec un naturel et un charisme fou. Ça fait bizarre, hein, parce que dans notre imaginaire collectif, on voit Hannibal comme la version de Hopkins. Même en kiffant la série, Hannibal, c'est celui-là. Et là, tu te retrouves devant un personnage qui lui ressemble, mais qui est joué, montré et dirigé complètement différemment. Et ça n'est possible que parce que Manhunter est sorti avant Le Silence des Agneaux. Maintenant, tu ne peux pas imaginer un Hannibal Lecter sans prendre en compte cette version-là.